Mais chaque fois que j'ai fait une dédicace, je me suis appliquée à créer un lien avec la personne à qui je faisais la dédicace. Et là, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que j'avais cette possibilité, cette capacité, ce don d'aller chercher l'enfant en face de moi. Et aujourd'hui, que mes tribulations, on va dire, avec le monde de la médecine vont peut-être toucher à leur fin, puisque je suis en attente d'un jugement en appel. Je suis passée mardi au conseil de discipline de l'ordre national. En Belgique? Oui, en Belgique. Oui. Parce que j'ai osé parler. Et donc, je suis en sursis de 3 mois de suspension, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Eh bien, je me suis dit, je ne donnerai pas à ces gens le droit, la possibilité déjà de m'impacter et ensuite de décider comment je dois mener ma vie, comment je dois accompagner les gens dans la santé. J'en ai marre d'entendre parler de la maladie, moi je veux de la santé. Et donc j'ai décidé de retirer ma plaque. Le 1er janvier, je renais encore une fois, encore des tatouages. Donc je retire ma plaque de médecin et je vais inventer un métier qui n'a pas de nom, je crois. Mais justement pour en même temps permettre aux gens de ne pas se faire manger par le système et de pouvoir comprendre comment on l'utilise, parce que je ne jette pas la médecine à la poubelle. C'est un bon système, c'est un bon outil, mais c'est un outil parmi plein d'autres et il faut l'utiliser correctement et pour le bénéfice de la santé des gens et non pas pour le bénéfice des actionnaires de Big Pharma. C'est même des actionnaires. Oui. Et donc ça va être en même temps un accompagnement sur le chemin de l'autonomisation en santé, du décodage, de l'information, et en même temps ça va être comment on va nourrir cet enfant intérieur et le renforcer pour qu'il soit suffisamment protégé et ancré pour tenir le coup dans ce monde, parce que ça va swinguer. Hein. Donc on va vers quelque chose d'encore plus compliqué, qui va nécessiter de la souplesse, on danse, qui va nécessiter aussi qu'on connaisse les valeurs qu'on veut défendre, qu'on connaisse ses propres besoins et qu'on connaisse aussi ses limites et comment on les maintient. On ne peut pas défendre ses enfants si on n'arrive pas déjà à défendre son enfant intérieur. La première chose à faire, c'est ça. Et donc, c'est vraiment ça. Et par les mots, eh bien, je pense qu'il y a moyen de le faire. J'ai remarqué ça parce que moi qui ai fait un gros dodo pendant 1 an et demi, de la période Covid, j'ai pas du tout eu conscience de ce qui se passait au départ. Je trouvais juste que c'était extrêmement mal géré, puisqu'en pleine épidémie, demander aux médecins de ne pas soigner, je dis ça c'est quand même fort, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, donc je ne le fais pas. C'est bizarre. Je désobéis, mais oui, là, heureusement que j'étais prête à justement affronter le regard critique de l'autre et de m'entendre traiter d'assassin et tout, voilà, tout ce que j'ai entendu. J'étais suffisamment ancrée pour pouvoir l'entendre et pour ne pas dévier, parce que j'étais pas du tout d'accord avec la gestion, mais je n'étais pas consciente du tout que c'était organisé pour nous amener au chaos. Et pendant le tout premier confinement, j'ai veillé à distance à la santé de tous ces gens qui me lisaient. À l'époque, j'avais beaucoup de followers. Maintenant, j'en ai aussi beaucoup, mais comme je suis shadowbannée, on apprend des mots, eh bien, les gens ne me voient plus, mais c'est bon. Mais à l'époque, je trouvais que nos médias étaient extrêmement nocifs. Vous connaissez le placebo, le premier médicament du patient est le médecin, évidemment. Et donc, pendant que moi, je faisais du placebo, les médias, ils faisaient du nocebo, c'est juste l'inverse. Et donc, tous les soirs, en rentrant du boulot, j'écrivais une petite histoire. J'écris 64 petites chroniques, les petites chroniques du Dr K. Et donc, j'écrivais jusqu'à 3-4 heures du matin. Je ne dormais quasiment pas. Mais c'était important parce que au petit déjeuner, les gens attendaient. Ils attendaient. il fallait la petite histoire. Et donc, au petit déjeuner, j'avais
700-800 personnes qui me disaient « Ah, c'est génial, vous nous avez fait respirer, on est sorti grâce à vous, on a été s'aérer. » On ne pouvait pas sortir, quoi. Et quand on sortait, on ne pouvait pas respirer. Donc, voilà, donc je me suis rendu compte qu'il y avait quand même dans les mots plus que juste une signification littéraire et littérale, mais qui avait des émotions, qui avait des couleurs, des odeurs, des saveurs. Et ça, je le savais déjà par mes romans, mais je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment moyen de traiter les gens avec ce moyen-là et de parler à ce petit enfant qui est en chacun de nous, qui est toujours là. Je me dis, ça, c'est un chemin qui me convient bien. Alors, on verra. Parce que, évidemment, quand vous allez chez un gynéco, vous ne vous attendez pas parce que ils vous disent je ne prescris plus rien, je fais plus d'examen. Donc, pour le moment, on va tout doucement aller, on va sortir du corps pour aller dans l'esprit et dans l'âme. Mais il faut que chacun soit prêt. Donc, voilà, ça va être une belle aventure, une belle découverte. Et là, comme il n'y aura pas de nom, eh ben, ils ne pourront jamais m'empêcher d'exercer. Et je leur fais un grand pied de nez. Parce que je pense que notre chemin est, chacun le sien évidemment, mais est de sortir, d'emprunter les petits sentiers loin des autoroutes et d'aller explorer les choses, les buissons, soulever les cailloux, et marcher dans les rivières, les endroits où les gens ne vont pas. Et nous avons en nous tout ce qu'il faut pour ça. Et donc voilà, c'est une aventure que je vais vivre avec chacun qui en aura la curiosité. Et en attendant, eh bien, j'ai toujours autant de plaisir à faire des dédicaces. Donc, à bon entendeur. Mais bon, si vous voulez voir comment je l'ai fait, il faut venir m'acheter des livres, évidemment. Bravo. Les 3 livres. Voilà, tout le monde ne les connaît peut-être pas. Une minute par livre pour qu'on sache peut-être on a envie de... Alors, il y a le premier, le deuxième et le troisième. Ou lesquels. Donc, le premier, j'en ai un peu parlé, c'est l'histoire. C'est là que vous allez voir, je suis très nulle. Je suis très mal à l'aise pour entre guillemets, me vendre. Donc, l'histoire de mon elfe, c'est pas une histoire pour enfants. Mais c'est une fable pour adultes. Non, il n'y a pas des trucs cochons dedans, non. Mais c'est une allégorie de notre monde qui va mal en fait. Mais en sachant qu'à l'époque, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et donc, cette petite elfe doit un jour affronter un environnement qui est atteint d'un maléfice que personne ne voit. En particulier, il y a des ennemis qui s'attaquent aux enfants. Et ça commence parce qu'elle est ancienne combattante et elle monte sur une scène et elle parle à des enfants. Mais des enfants de toutes les espèces, des petits corrigans, des lutins, des petits humains, de tout. Et elle témoigne en tant qu'ancienne combattante. Je ne me serais jamais imaginé monter sur une estrade pour parler un jour comme je le fais aujourd'hui. Mais voilà, donc il faut croire que j'avais mis mes doigts dans la prise pour sentir ce qui se passait. Le deuxième livre est né de toutes ces petites histoires, tous ces petits textes que j'ai racontés pendant l'année 2019 avec mes coups de gueule ou mes moments d'émerveillement. Et je n'aimais pas l'idée de faire un simple recueil de textes sans lien les uns avec les autres. Ce qui fait que j'ai raconté l'histoire d'une écrivaine qui a une vie un peu triste et problème avec son mari, je ne sais pas d'où ça me vient. Et donc, cette histoire, c'est le moment où elle se retire du monde et où elle se dit qu'elle est nulle. Et qu'elle n'a de toute façon plus aucune imagination et qu'elle est plus capable de rien écrire. Et on va vivre avec elle tous ces petits moments, ces coups de blues et ces coups de gueule et ces moments où elle voit le monde avec les yeux de la poésie et tout ça tissé dans son histoire. Évidemment, ça finit bien. Voilà. Et le troisième livre, le premier titre, c'est Morganza Origine. Alors, il y a un tome 2 qui doit sortir. Le deuxième titre, c'est Pépites et bulles givrées.
Et le troisième, c'est ma casquette de docteur. Un jour, j'ai été en contact avec une jeune femme absolument formidable qui s'appelle Mélodie Feron, qui a fondé le collectif Où est mon cycle? Et là, je me suis rendu compte que non seulement il y avait ce que je craignais était en train d'arriver, il y avait des effets délétères des injections expérimentales sur beaucoup de gens et notamment sur les femmes au niveau de ce qui touche au plus sacré, la fertilité. Mais qu'en plus, ces femmes étaient extrêmement maltraitées par le monde médical, parce qu'elles étaient vraiment rejetées, livrées en pâture aux psychiatres, et vraiment, c'était une souffrance que j'ai retrouvée dans chacun des témoignages. Et là, c'est parti tout seul, j'ai mis un petit mot sur leur page et j'ai présenté mes excuses de médecin au nom de tous les gynécologues, parce que je pense que mes collègues sont bienveillants, globalement. Oui, bien sûr, il y en a qui gagnent de l'argent avec les injections, on est d'accord, mais c'est surtout qu'ils sont en train de se faire avoir parce qu'ils ont une confiance aveugle de petits gosses dans tout ce qui s'appelle vaccin, et que par souci de la santé de leurs patientes, qu'ils courent derrière les femmes enceintes pour leur injecter un produit parce qu'on leur a dit que ça allait les protéger. Et donc, j'ai pas pu me taire, j'ai mis ce petit mot, et du coup, nous avons commencé à travailler ensemble, Mélodie et moi-même, et un éditeur nous a demandé d'en faire un livre, et ce livre regroupe tous les témoignages, parce qu'il y en a 5-6 000, je pense. Donc, regroupe des témoignages dans les premiers, ceux qui ont amené Mélodie à faire le collectif. Il y a le petit mot de l'avocate, tout l'aspect juridique par Diane Prota. Et moi, j'ai fait le mot du médecin, mais ma partie ne revendique rien, elle explique. C'est très didactique, mais c'est très visuel. Moi, j'ai décrit le corps de la femme comme une cathédrale, et je vous emmène en voyage dans l'intime et dans le merveilleux. Voilà. Ici, j'ai une énorme admiration pour vous. Quand je vous ai entendu il y a 2-3 mois, je vous ai dit, pour moi, c'était Churchill qui parlait. C'était extraordinaire. Donc, ma question, c'est comment voyez-vous la résistance? Comment on va... Vous avez parlé des petits sentiers, mais est-ce que... Voilà, j'ai déjà une réponse avec ce collectif, vous travaillez avec ce collectif. Comment vous voyez... Là où vous avez puisé cette force de résistance, et comment vous voyez la résistance? Parce que on en est arrivé là, le Covid, c'est l'acné, on a bien compris que tout dégénérait déjà bien avant. Enfin, qu'est-ce que vous proposez Enfin, moi, je vous vois bien chef de file, Churchill. Laurence for President. D'abord, je pense que c'est l'amour qui nous sauvera. L'amour de nous-mêmes, d'abord. C'est indispensable. Et donc, pour ça, il faut nourrir sa joie intérieure. On est là pour ça aujourd'hui, c'est vraiment parfait. Et chacun son chemin pour ça. N'attendons jamais de sauveur. Je ne suis pas Churchill. Je ne veux pas être. Je veux bien tenir le flambeau, mais si vous venez tous me rejoindre ici après, parce que j'aime l'idée du leadership vertueux de Alexandre Dianine Havard, qui dit que il y en a, oui, qui ouvrent la voie, qui montrent le chemin, mais et qui s'arrêtent et qui attendent effectivement et qui amènent chacun au même niveau. Nous devons aller vers l'élévation. L'enseignement, c'est vers le bas, ça on a bien compris. On perd complètement le vocabulaire, les enfants n'ont plus de savoir, mais ils ont des savoir-faire, on sait très bien. Enfin, apprendre les langues en immersion, je veux bien, mais juste entendre, ça ne permet pas de connaître la conjugaison, de pouvoir maîtriser les subtilités de la langue. Il faut retourner au classique. Quel dommage qu'on n'apprenne plus aux enfants les grands auteurs. Vous avez des auteurs magnifiques, moi je les ai tous lus, ils m'ont nourri pendant toute mon enfance et mon adolescence. Donc je pense que c'est ça, c'est par l'amour, la joie, le lien à nous-mêmes et à l'autre,
et bien sûr de la désobéissance, du coup, hein. Mais ne pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur de perdre aussi. C'est clair que j'adore la maison où je vis, mais j'aime bien le camping aussi. Donc, je suis prête à perdre beaucoup, vraiment, y compris la vie. La seule chose qui m'ennuie, c'est que j'ai des enfants, évidemment. Je ne veux pas les amener à être en difficulté, mais je pense quand même que si on est prêt à perdre, on ne perd pas. Et que donc, puisqu'ils veulent m'enlever mon métier, je leur laisse même pas le temps. Tiens, je change. Soyons créatifs. Nous avons tellement d'outils en nous, tellement de choses. Ce qui fera la différence aussi avec l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une grosse mémoire qui fait beaucoup de connexions, qui fait des comparaisons et qui peut apprendre par ce qu'on lui donne, mais nous, qui fait du plagiat, nous avons la fantaisie, la créativité, la pétillance, nous pouvons être farfelus, surprenants, et ben c'est ça qu'il faut faire. Ils nous attendent à gauche, hop, on part à droite, il faut vraiment, et faire son chemin, peu importe ce qu'ils nous disent de faire. Voilà, il faut abandonner la peur. Bien sûr, on a des peurs, mais il faut être bienveillant avec soi-même. Si on a une peur, il faut l'adopter, la câliner, lui discuter avec elle, l'emmener, mais elle nous dit quelque chose de nous. En général, quand on a peur, c'est là qu'il faut aller. C'est le bon chemin. Hein. Donc, il faut explorer la grotte, là où il fait tout noir, et pas forcément tout seul. On peut être en groupe. Nous sommes des animaux sociaux, hein, donc on a besoin les uns des autres, chacun avec ses compétences, chacun avec ses idées, et parfois les oppositions, c'est ça qui nous fait grandir. Hein. Voilà. Je pense que c'est vraiment bravo. ça.